Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité de ce mardi. Le chef de l'État a décrété un couvre-feu et instauré l'état d'urgence pour stopper la propagation du Covid-19. Alassane Ouattara s'est adressé hier à la nation. On l'écoute. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à une pandémie sans précédent liée au coronavirus Covid-19. Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d'âge ou de religion. Cette maladie peut être mortelle. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement au contact ou en étant simplement à proximité d'une personne atteinte. À ce jour, plus de 340 000 personnes sont infectées dans le monde et près de 15 000 décès ont été enregistrés à cause du coronavirus. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes décédées à travers le monde. Mes chers compatriotes, notre pays n'est malheureusement pas épargné puisque entre le 11 et le 22 mars 2020, 25 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. À ce jour, même si notre pays n'a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé au regard des mesures que nous avons prises. En effet, le gouvernement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en place un plan de réplique axé sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention, la prise en charge des malades éventuels, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention du Covid-19. Ce plan de réplique a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 4 mars 2020. Un comité de veille présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est composé de l'Institut national d'hygiène publique, de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, du SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, et du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Treichville, a été mise en place et tient des réunions hebdomadaires pour coordonner les orientations stratégiques ainsi que les actions opérationnelles dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. J'ai moi-même présidé le lundi 16 mars dernier un Conseil national de sécurité extraordinaire au cours duquel nous avons, sur la base des recommandations du comité de veille, pris 13 mesures complémentaires en vue de limiter la propagation du coronavirus dans notre pays, notamment la suspension de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. La mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État. La fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période
de 30 jours, la fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle, la gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19. Ces mesures ont été complétées par la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à tout trafic de personnes le dimanche 22 mars 2020 à minuit. Mes chers compatriotes, malheureusement, la pandémie du coronavirus continue de progresser. Afin d'éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d'adopter les bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir se laver fréquemment et soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont ces gestes simples qui peuvent sauver des vies, la vie de chacun d'entre nous, la vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues. Je vais donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline. Protégeons-nous et protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de prévention. Chères sœurs, chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du COVID-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais à cet égard condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n'accepterai pas que cela se reproduise à nouveau. J'exhorte toutes les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les autres membres de la société civile à se joindre au gouvernement pour l'information et la sensibilisation de nos populations. Nous devons être unis face à cette maladie en renforçant la sensibilisation autour de nous, auprès de nos enfants, de nos familles, de nos amis. C'est un appel à l'union sacrée que je veux lancer pour sauver nos vies,
pour sauver notre chère Côte d'Ivoire. C'est ensemble, dans l'union, la solidarité et la discipline, que nous sortirons de cette crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. J'adresse mes encouragements à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie COVID-19. En particulier, le personnel médical à qui je rends hommage pour son dévouement. Mes chers compatriotes, le gouvernement et moi-même suivons avec une attention particulière l'évolution de la situation dans notre pays. Nous restons fermement engagés à mobiliser tous les moyens pour venir à bout de cette terrible pandémie. Ainsi, face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au COVID-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. J'ai aussi instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en vue de donner des suites judiciaires au non-respect de ces mesures et à la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, nous allons renforcer le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national d'un montant de 95 milliards
880 millions de francs CFA qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes qui ont été en contact avec ces malades. Ce plan permettra aussi de poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. J'ai également instruit le Premier ministre de me faire une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé en vue de soutenir notre outil économique et soulager la population. Que Dieu bénisse les Ivoiriens et les habitants de ce beau pays et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. État d'urgence, couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir de ce mardi. Ce sont entre autres décisions prises par le chef de l'État pour stopper la chaîne de transmission du Covid-19. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Point de situation en France aujourd'hui. Au total, 19 856 patients ont été confirmés pour le coronavirus par test biologique, soit une augmentation de 3 167 malades diagnostiqués en 24 heures. Ce sont désormais 8 675 malades qui sont hospitalisés en France, soit 1435 de plus. 2082 personnes sont actuellement en réanimation, 335 personnes de plus qu'hier. Enfin, 860 personnes sont décédées, c'est-à-dire 186 de plus qu'hier. Partout en Europe et dans de nombreux pays, au-delà des frontières européennes, le coronavirus continue à circuler activement. Les victimes sont chaque jour plus nombreuses. J'ai en particulier une pensée ce soir pour nos voisins italiens et espagnols. Ce sont au total plus de 1000 victimes que nous y déplorons en seulement 24 heures. Preuve, s'il en fallait une, que l'épidémie qui nous frappe nécessite que nous mettions tout en œuvre pour la freiner. J'ai conscience de l'effort important, des sacrifices au quotidien que nous demandons aux Français. Chacun comprend désormais pourquoi le confinement est indispensable. C'est ainsi que nous parviendrons à stopper la transmission du virus, que nous parviendrons à sauver de nouvelles vies. Chacun de vous, dans vos appartements, dans vos maisons, vivait autrement depuis maintenant une semaine. Tous, nous espérons de ce confinement un impact prochain, visible, puissant sur le coronavirus. Tous, nous espérons bien sûr que cela arrivera vite. Tous avons conscience que ce confinement qui nous est imposé est indispensable. De nombreuses familles françaises ont déjà eu un proche malade qui a guéri dans l'immense majorité des cas. Plus de 98% des patients, nous le savons, guériront du coronavirus. Mais parmi les Français, certains payent un bien plus lourd tribut. Ces Français qui ont dans leur famille, parmi leurs amis, un malade en état grave, parfois un proche disparu. Désormais, ce proche peut parfois être un médecin, un soignant, malade, pour avoir, avec courage, avec vocation, sauvé des vies. La grande famille des médecins est à nouveau ce soir endeuillée. 2 nouveaux médecins, un médecin généraliste et un médecin gynécologue, ont trouvé la mort en faisant leur métier, ont trouvé la mort parce qu'ils étaient médecins. J'ai pour ces 2 confrères une pensée particulière qui éclaire d'une lumière dramatique la hauteur de l'engagement des soignants au service de leurs malades. Nous ne les oublierons pas, nous ne les oublierons jamais. D'autres médecins, soignants, personnes portant assistance aux plus fragiles, contractent le virus chaque jour dans nos hôpitaux, dans leurs cabinets ou parfois au domicile de leurs patients.
pour tous ces soignants qui tombent malades. Je le dis, le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle. C'est la moindre des choses. Et il n'y a aucun débat là-dessus, comme il n'y aura jamais aucun débat dès lors que les mesures annoncées iront dans le sens de la plus grande protection possible de ceux qui, sur le terrain aujourd'hui, rappellent que notre société ne peut se passer d'eux. La protection des soignants passe aussi par les masques. Un mot sur les masques de protection. J'en ai longuement parlé samedi. Ils sont, je le rappelle, destinés en priorité à ceux qui nous soignent, dans un contexte de forte tension sur les stocks. Nous poursuivons nos efforts pour augmenter par tous les moyens leur fabrication en France comme à l'étranger. À nouveau, je remercie les entreprises, les collectivités, les particuliers qui font don de leurs masques à la pharmacie la plus proche, à l'hôpital le plus proche ou à l'agence régionale de santé de leur région quand il s'agit de stocks. Et des stocks, même petits, il y en a encore un peu partout sur le territoire national. Par ailleurs, nous avons passé d'importantes commandes de masques à l'étranger. J'ai cité le nombre de 250 millions, qui ne représente qu'une part des contrats déjà signés de longue date d'ailleurs depuis plusieurs semaines déjà, car nous en attendons les livraisons prochaines, semaine après semaine. D'autres commandes, portant elles aussi sur plusieurs centaines de millions de masques, sont en cours de finalisation. Nous espérons que toutes ces commandes nous parviendront en temps et en heure. Mais dans un contexte international très tendu, où chaque pays recherche activement des moyens de protection, nous devons rester vigilants tant que ces commandes ne sont pas livrées sur le territoire national. En parallèle, nous constatons que dans les hôpitaux des zones les plus en tension, là où il y a le plus de malades hospitalisés, la consommation de masques, et c'est compréhensible, notamment liée à la forte contagiosité du virus, cette consommation est devenue très importante, par endroits massive. Nous devons en tenir compte et nous devons garantir aux soignants les plus exposés d'être protégés et donc renforcer nos livraisons dans ces territoires. Vous l'avez compris, protéger les soignants les plus exposés, gérer des stocks fragiles dans un contexte d'incertitude d'approvisionnement lié au contexte mondial, voilà notre responsabilité. Cette semaine, 20 millions de masques chirurgicaux et FFP2 seront livrés aux hôpitaux et aux EHPAD de toute la France, en privilégiant toujours les zones de circulation active du virus. En plus de ces 20 millions de masques, nous préparons d'ores et déjà une nouvelle livraison de masques destinée cette fois aux soignants en ville et qui sera effective au plus tard en début de semaine prochaine. Je ne reviens pas sur l'enjeu à venir de l'augmentation de notre capacité à multiplier les tests diagnostiques. J'en ai longuement parlé samedi et nous continuons notre marche en avant. Je rappellerai seulement que la France se situe dans la moyenne haute aujourd'hui des pays européens avec 5000 tests réalisés quotidiennement. L'Allemagne en réalise un peu plus du double et je m'entretenais ce matin avec mon homologue ministre de la Santé allemand à ce sujet pour que cette montée en puissance attendue par les Français se fasse dans les meilleurs délais. Notre regard se porte aussi sur les travaux des chercheurs, avec 2 sortes de tests fondamentaux qui pourraient arriver sur le territoire national dès lors que la recherche aurait abouti. D'abord, des tests plus rapides, plus simples, permettant d'éviter de passer par les grosses structures, les grosses plateformes de laboratoires de biologie médicale. Ensuite, ce qu'on appelle des sérologies, qui par une prise de sang permettent de savoir si nous avons développé les anticorps contre le virus, c'est-à-dire savoir si nous avons contracté ou non la maladie. Ces 2 tests, nous les espérons pour les prochaines semaines. Ce serait déterminant dès lors que nous envisagerions le déconfinement pour les Français, parce que ça permettrait à chacun de savoir où est-ce qu'il en est vis-à-vis de la maladie virale. Nous suivons cela de très près et dès qu'ils seront disponibles, quel que soit l'endroit dans le monde où ils seront disponibles,
nous ferons tout en œuvre pour en faire bénéficier sans délai les Français. Notre système de santé continue, vous le voyez, partout sa préparation déterminée pour faire face à la vague épidémique. Tous les établissements de santé, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, sont pleinement mobilisés et je les en remercie. Je remercie profondément toutes les équipes administratives, médecins, soignants, brancardiers, tous les métiers du soin dans tous les secteurs hospitaliers de France. C'est notamment le cas dans la région Grand Est, où je tiens à faire taire certaines rumeurs selon lesquelles les cliniques privées ne participeraient pas à l'effort national. C'est faux, les cliniques sont mobilisées évidemment et les services de réanimation sont accessibles pour les malades du coronavirus. L'hôpital militaire, qui vient renforcer les capacités d'hospitalisation, est désormais construit à Mulhouse et s'apprête à recevoir ses premiers malades graves. Je voudrais maintenant aborder la question du traitement, ou plutôt la question des traitements. Il y a quelques minutes, le Haut Conseil de santé publique, que j'avais saisi sur la question des nouveaux traitements disponibles pour les malades du coronavirus, ce Haut Conseil pour la santé publique s'est réuni et il a invité pour l'occasion 7 sociétés savantes afin de formuler un avis. Voici cet avis. Premièrement, il incite les médecins à inclure le plus possible de malades dans les différents essais thérapeutiques en cours dans notre pays, car c'est le moyen le plus sûr de déterminer rapidement si un traitement est efficace ou s'il ne l'est pas. Par ailleurs, il s'est prononcé spécifiquement sur la question de l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Enfin, le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante. Suivant cet avis des scientifiques, je prendrai dans les prochaines heures un arrêté venant encadrer l'utilisation hors AMM, c'est-à-dire en dehors des autorisations classiques de commercialisation des médicaments, pour l'hydroxychloroquine, qui sera donc désormais accessible aux équipes médicales hospitalières qui le souhaitent dans les conditions prévues, je le rappelle, pour des malades hospitalisés avec des formes sévères sur décision collégiale des médecins. Faisons confiance à nos chercheurs, faisons confiance à nos médecins. Tous sont mobilisés pour trouver un remède. Je rappelle par ailleurs que d'importantes études cliniques portant sur plusieurs milliers de malades en Europe, 3200, et 800 malades en France sont en cours pour identifier le ou les traitements les plus efficaces et les rendre accessibles sans délai aux Français. Ces études avancent. Elles prennent encore quelques jours. Elles sont indispensables, en France comme dans le reste du monde, pour soigner toujours les malades avec la meilleure efficacité, sans jamais les mettre en danger. À chaque fois que je disposerai de données issues de ces études cliniques, y compris des données qu'on appelle intermédiaires, c'est-à-dire en cours d'études cliniques, permettant d'envisager une évolution du cadre réglementaire des prescriptions des médicaments, quels qu'ils soient, je le ferai savoir aux Français en transparence de manière à les rendre accessibles. Je voudrais ce soir avoir également un mot pour les personnes âgées de notre pays. Je sais que beaucoup de solidarité nouvelle se crée dans les immeubles de nos villes ainsi que dans nos campagnes pour réussir le tour de force de ne pas entrer en contact tout en veillant au bien-être de chacun. Parce que l'isolement ne sera jamais, en pareille circonstance, synonyme d'égoïsme ou d'indifférence. Et je veux rassurer celles et ceux qui manifestent des inquiétudes légitimes. Nous renforçons notre action en direction des personnes vulnérables à domicile. La solidarité entre les citoyens habitant un même immeuble ou un même quartier
a déjà été encouragé par le président de la République. Des outils sont disponibles. Je pense notamment à la plateforme de la réserve civique. Les initiatives se multiplient et je remercie toutes celles et tous ceux qui, en cette période si particulière, redoublent d'imagination et d'inventivité pour défendre l'intérêt général et protéger les plus fragiles. Les pouvoirs publics ne sont pas en reste, loin de là. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24 pour organiser la solidarité au niveau territorial adéquat. Le ministre de l'Intérieur a ainsi demandé à tous les préfets d'activer les plans d'alerte et d'urgence habituellement activés lors des canicules, correspondant au niveau 2. Ces plans permettent aux communes d'activer l'appel et le soutien aux personnes inscrites sur les registres nominatifs des personnes âgées et handicapées isolées à domicile. Dans les faits, pour le coronavirus, de nombreuses communes ont déjà activé des cellules permettant d'utiliser le registre pour veiller à la bonne prise en charge des personnes isolées, souvent via les centres communaux d'action sociale ou via des associations, et je les salue. Par ailleurs, je tiens à annoncer qu'une mission vient d'être confiée à Jérôme Guedj, ancien parlementaire, ancien président de conseil départemental, spécialiste reconnu des enjeux du grand âge et de l'autonomie. Son travail portera sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées confinées en période épidémique, ainsi que sur l'activation des registres nominatifs des personnes âgées et handicapées seules à domicile. Je lui ai demandé de nous aider à identifier tous les leviers qui sont aujourd'hui à la main des pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société civile, y compris les acteurs de la vie économique, pour combattre l'isolement des aînés pour le temps de crise, mais aussi pour la période qui suivra. Si tous nos efforts sont dirigés aujourd'hui vers un seul et même objectif, la lutte contre le coronavirus, nous n'oublions pas que cette épidémie menace et frappe d'abord les plus fragiles de nos concitoyens. Et je redis à tous ceux qui aident nos aînés, en établissement comme à domicile, que la nation peut être fière de ce qu'ils font en ce moment en les protégeant. Ils sont les gardiens des plus fragiles. Ils font preuve d'une force et d'un courage hors du commun. Chaque soir, je sais que la reconnaissance des Français à 20h leur est aussi adressée, comme pour l'ensemble des soignants et tous ceux qui sont en première ligne. Chaque jour, nous voyons plus et nous voyons mieux que d'habitude le travail immense de ces invisibles de la solidarité. Nous avons besoin du professionnalisme et du dévouement de ces professionnels du secteur médico-social, quelle que soit la structure où ils interviennent, domicile ou établissement, public, privé, associative. Dans la période si particulière que connaît notre pays, je pense aussi aux familles. D'abord aux enfants, pour qui le temps est toujours forcément trop long, mais aussi aux parents, qui vont parfois et qui ont déjà dû soulever des montagnes de patience. Je pense également à toutes celles et à tous ceux qui travaillent à distance, chez eux, loin de leurs collègues, loin de leurs habitudes, parfois loin de leur famille. La fraternité, ce n'est pas un idéal abstrait, un peu jauni par le temps. La fraternité, ce n'est pas juste un mot dans une devise. En acceptant ces contraintes, les Français prouvent que la fraternité, c'est un choix que l'on fait dès lors qu'il en va de la santé ou de la vie de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, voilà où nous en sommes aujourd'hui. La situation est difficile, mais nous ne perdons pas espoir. Nous pensons à ceux qui souffrent, nous pensons à ceux qui les soignent, et nous restons chez nous. J'y reviens et j'insiste, mais la fraternité, elle est là, sous nos yeux. Elle est une exigence à laquelle nous donnons tout son sens et toute sa valeur. Je vous remercie.